Je suis Raquel et je suis ce soir ici avec Elodie. On est toutes les deux membres de Action non violente COP21 et Alternativa pour co-animer cette table ronde qui est intitulée Crise, pourquoi on n'est pas prête? Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas du coup notre mouvement, Action non violente COP21 et Alternativa est un mouvement citoyen qui bataille pour la justice sociale et la justice climatique depuis 2013 et dont la devise principale est changeons le système et non pas le climat. Donc, depuis longtemps, dans notre mouvement, on s'attaque à un système comme l'alerte la communauté scientifique depuis des décennies, puisque il est directement responsable du coup de la destruction de la planète et du dérèglement climatique, ce qui déborde sur tous les autres domaines de la société, comme on va voir aujourd'hui en partie, et qui en plus affaiblit les sociétés face aux crises et aux conséquences que cela provoque. Donc, avec la crise sanitaire du Covid-19, aujourd'hui, on s'interroge, comme tout le monde, sur les conséquences que cela aura sur notre futur, sur le court, moyen et moyen terme. Puisque cette crise sanitaire elle a des conséquences humaines bien sûr dramatiques, comme on voit avec toutes les victimes actuelles partout dans le monde. Mais en plus de ça, il y aura des conséquences notamment politiques et financières. Cette crise, elle met assez à nu nos fragilités par rapport du coup à ces genres d'événements et par rapport au fonctionnement global du coup du système. Donc même le président Emmanuel Macron le dit, le jour d'après ne doit pas être comme le jour d'avant, même si venant de lui et compte tenu du coup de ses décisions politiques et de sa politique très orientée vers des idées néolibérales, ce n'est pas forcément quelque chose de rassurant. Par contre, pour nous, l'objectif, il est clair et c'est de rebondir vers un monde qui est basé sur le respect des équilibres écologiques avec plus de solidarité internationale et surtout qui respecte le principe de la justice sociale et de la justice climatique. La question est comment? Comment est-ce qu'on peut réussir à ça? Et du coup, pendant cette période de confinement qui nous oblige à être un peu dans une parenthèse, on profite du coup pour s'interroger sur notre rôle en tant que citoyenne et des citoyens. Pour cela faire, on va s'organiser en deux fois avec deux tables rondes. Donc la première, c'est celle de ce soir où on va s'interroger sur les raisons qui nous sont emmenées à cette situation, face à cette crise. Et une deuxième conférence qui, elle, aura lieu jeudi à 19h, pareil, en direct sur Facebook, qui, elle, va analyser du coup les conditions qui permettraient d'éviter un retour à la normale et aux mêmes problématiques auxquelles on fait face aujourd'hui. Donc du coup, aujourd'hui, comme je disais, l'objectif, ce n'est pas vraiment d'analyser la situation actuelle, mais de plutôt analyser les raisons pour lesquelles on se retrouve dans la situation actuelle. Et pour cela, on a du coup 4 représentants des secteurs clés de la société civile, donc à savoir du système hospitalier de santé publique, des collectifs de défense pour les femmes, de collectifs de solidarité internationale et bien entendu du domaine de l'agriculture et de l'alimentation. Donc, pour présenter nos intervenants de ce soir, on a Hugo Huyon, qui est président du collectif l'Interurgence, à l'origine du mouvement des grèves de juin 2019, Fatima Benomar, qui est militante féministe et de l'association Les Effrontés et autrice de plusieurs ouvrages sur le féminisme. On a Lydie Arbogast, qui est responsable des questions européennes à la CIMAD, donc une association de solidarité internationale avec les personnes migrantes, des réfugiés et des demandeuses d'asile, et Nicolas Giraud, qui est porte-parole nationale de la Confédération paysanne et lui-même paysan et producteur de lait dans le département du Jura. Donc maintenant, je vais passer les flambeaux à Elodie pour l'animation de cette réunion. Et aussi, je vous rappelle que comme nous sommes en direct sur Facebook, si vous avez des questions pendant la conférence, n'hésitez pas, vous pouvez les écrire directement sur les commentaires du live et nous les transmettrons aux intervenants. Donc, merci beaucoup et Elodie, je te laisse la parole.
Merci Raquel et bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous portez bien. Déjà, je souhaite la bienvenue à Hugo, Lydie, Fatima et Nicolas. On est très ravis de les avoir avec nous ce soir. Pour commencer cet exercice, on propose de faire un rapide tour de table pour dresser ensemble le constat de la situation dans laquelle on se trouve. Donc, chacune et chacun, à votre façon, finalement, vous êtes les témoins de cette crise sans précédent. Et l'exercice est très simple, la décrire en juste 2 petites minutes. Hugo, je vais te donner la parole assez naturellement en premier parce qu'on parle beaucoup des soignants et du personnel hospitalier en ce moment. On le rappelle, tu es président du collectif Interurgence qui est à l'origine des grèves dans le milieu hospitalier en 2019. Comment, toi, tu vois cette crise sanitaire ? Merci Elodie, merci à tous, bonsoir, merci de m'avoir invité pour témoigner. Je commence en tant que soignant, mais probablement aussi du fait de la crise sanitaire, les décisions du gouvernement qui ont été prises viennent fragiliser des systèmes qui étaient déjà en difficulté et dont les prochains intervenants parleront. Il y a deux grandes idées qui remontent là sur le constat actuel. La première, c'est la question des pénuries, c'est une évidence. Alors, pénurie sur les équipements de protection avec des soignants qui sont potentiellement contaminés et contaminants, mais pas que. Enfin, on voit, par exemple, sur l'expérience du SRAS à Taïwan, que les équipements de protection individuelle, ou plutôt le manque d'équipements de protection, sont des facteurs traumatisants pour les équipes qui favorisent les départs en post-crise. Manque de tests, ça on en a déjà parlé, manque de masques, ce qui fait le confinement à l'heure actuelle, qui n'est pas la meilleure stratégie, mais qui est celle qu'on doit faire à cause du manque de ce manque-là. Manque de médicaments qui pose des questions éthiques dont on a aussi beaucoup entendu parler. Et puis les manques d'effectifs et de lits qu'on dénonce déjà depuis plus d'un an. La deuxième chose qui remonte, c'est la question du principe de réalité, avec finalement un gouvernement, mais aussi une population qui semble finalement réaliser ce que ça veut dire que de manquer de lits et manquer d'effectifs à l'hôpital et de l'état du système de santé, que ce soit l'hôpital, mais aussi le système médico-social ou les libéraux. Donc finalement, on est face à, encore une fois, un gouvernement ou une population qui se rend compte que finalement, oui, la santé coûte, mais finalement, un poste de dépense en santé, c'est quand même de l'argent qui est redistribué après. C'est une population qui est plus heureuse, qui est plus productive et dont on peut éviter le confinement général dans le cas d'épidémie. Alors, on parle des soignants, mais parmi ces soignants, il y a beaucoup de soignantes. Dans les premières lignes dont on parle, il y a aussi de livreurs, de caissiers, mais en fait, ce sont beaucoup de livreuses, de caissières. En fait, les femmes se retrouvent beaucoup en première ligne, ces fameuses premières lignes dont parle notre président Emmanuel Macron. C'est souvent elles qui exercent des métiers précaires et qui sont encore davantage précarisées par cette crise. Fatima, toi, tu as fondé Les Effrontés, tu as écrit plusieurs livres sur le féminisme. Comment tu vois la situation des femmes en tant que première ligne de cette crise ? Déjà, la question des violences faites aux femmes, le gouvernement a pas mal communiqué dessus, qu'il y a eu une augmentation de plus de 32% de plaintes pour des violences intrafamiliales dans la famille. Alors nous, les féministes en général, on est déjà dans une ambiance, on va dire, de crise sanitaire en temps normal, puisqu'il y a déjà 200 000 femmes qui sont victimes par an en France de violences conjugales. Et là, le gouvernement, en urgence, nous lâche 1 million, alors qu'en temps normal, c'est-à-dire là à un moment où il y a moins de violences faites aux femmes que là, en pleine crise, on demandait 1 milliard. Donc, c'est vous dire à quel point on a que des rustines. Là, le gouvernement, il est en train de donner quand même plusieurs milliards pour soutenir l'économie, dont je pense seulement 2 d'ailleurs aux soignants. Et nous, on n'en demandait qu'un seul, on ne l'avait pas. Et donc, c'est sûr que c'est une société qui marche sur la tête. Là, je viens d'apprendre que Total a accordé, je pense le 1er avril, 1,8 milliard à ses actionnaires. Nous, on en demandait la moitié pour mettre à l'abri les femmes, enfin les milliers de femmes qui sont victimes. Heureusement que c'est l'égalité femmes-hommes est la grande cause du quinquennat, parce que sinon, je ne sais pas ce que... Mais en tout cas, nous, les associations, on n'a pas senti un avant et un après Grenelle sur les violences faites aux femmes. On est déjà à 24 féminicides cette année, femmes qui ont été tuées par leurs compagnons.
Et il n'y a pas de grande campagne de sensibilisation nationale où on entend tout le temps à la télé, dans la radio, etc. Vous n'êtes pas seul. Le 3919, on nous avait dit après le Grenelle qu'il fonctionnerait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors non seulement ce n'était pas le cas, mais là, ils ont baissé encore plus l'amplitude horaire. Avant, il ouvrait jusqu'à 22 heures et là jusqu'à 19 heures, alors qu'il y a plus de violences faites aux femmes de l'aveu même du gouvernement. Et donc, cette crise, pour moi, on va dire qu'elle révèle tous les manquements de la société et la dangerosité d'une société qui a une vision à court terme, en fait. On a un État libéral qui a remplacé l'État-providence, ça a fragilisé l'hôpital, comme on vient de le voir. Alors là, le gouvernement, il porte au nu les soignants, mais les urgentistes, ils étaient en lutte depuis des mois pour avoir du personnel, des lits, des moyens. J'ai entendu on avait tellement fermé de lits d'hôpitaux qu'on est obligé d'affréter des TGV, des avions, des hélicoptères pour passer des malades d'une région à l'autre. Et nous, les féministes, on était très, très mobilisés pour la protection de l'hôpital public, parce que l'hôpital public de proximité, notamment, non seulement parce que beaucoup de soignants sont des soignantes, notamment les plus précaires, les infirmières, etc., mais aussi parce que l'accès à l'avortement, par exemple, pour qu'il soit sur tout le territoire, il faut des petits hôpitaux de proximité, et pas ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire fermer toutes les petites structures de santé de proximité et les rassembler. Et du coup, quand on a tout ça, ça empêche je sais pas, la France, c'est la 5e ou la 6e puissance mondiale, ça l'empêche de répondre correctement à une pandémie, ça la pousse à mentir, comme l'a montré par exemple l'article de Mediapart du 2 avril sur la protection de la population. Donc le gouvernement ment parce qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux. Et oui, tout à l'heure, quand j'aurai un peu plus de temps de parole, je pourrais venir en détail sur la question des femmes en première ligne, les femmes les plus précaires, les racisées. C'est grâce à elles et eux que la société est en train de tenir debout pour que certaines personnes plus privilégiées puissent vivre tranquillement confinées. Mais dans tous les secteurs du nettoyage, à l'usine, les caissières, les aides à domicile, les soignantes, tout ça, les travailleurs sociaux, ils ne sont pas protégés. Et parce qu'elles ne sont pas protégées, les caissières, typiquement, les clients ne le sont pas non plus. Et du coup, c'est ce qui rend un peu étrange finalement ces consignes de confinement quand on ne donne pas assez de moyens d'autoprotection pour les personnes qui sont en contact tout le temps avec la population. Et justement, en temps de crise, et notamment là, dans cette situation de crise sanitaire, les personnes qui se trouvent déjà dans des situations de vulnérabilité, de précarité, elles le sont encore plus. On le voit avec les personnes sans abri, avec les personnes qui sont en logement précaire. On le voit aussi avec les migrants et les migrantes. Et Lydie, toi, tu voulais nous parler particulièrement des personnes étrangères qui sont en France, mais aussi aux frontières de l'Europe et qui se trouvent dans une situation qui est assez compliquée aussi pour elles. Tout à fait, les personnes étrangères, notamment celles qui sont en situation administrative précaire du point de vue de leur droit au séjour, au-delà de la précarité qu'elles peuvent vivre par ailleurs, demeurent vulnérables dans ce contexte de crise et d'épidémie Covid, que ce soit sur celles qui sont sur le territoire français, mais également à nos frontières françaises et au-delà, aux frontières de l'Union européenne. On pense à celles qui n'ont ni d'hébergement ni de logement, qui se retrouvent isolées et qui sont dans l'impossibilité pratique de respecter les mesures de confinement, qui font accès aussi à une insuffisance d'accès aux besoins fondamentaux, du fait notamment de la suspension contrainte de pas mal d'activités d'associations qui pouvaient mener des distributions alimentaires, favoriser l'accès à l'hygiène, à l'eau, etc. On a aussi des situations qui nous paraissent assez incroyables, notamment toutes les mesures qui sont les mesures coercitives qui visent à interpeller, arrêter, enfermer, expulser les personnes en situation irrégulière qui se poursuivent dans ce contexte de confinement, ce qui peut relever de l'absurdité. On a des personnes, par exemple, demandeuses d'asile qui sont en attente d'être transférées par les autorités françaises vers l'État européen responsable de leur demande d'asile et qui sont assignées à résidence par les autorités françaises dans ce cadre. Donc, leur liberté de circulation en temps normal est réduite et elles ont une obligation d'aller pointer, par exemple, dans un commissariat à des fréquences qui varient selon les pratiques,
fréquence qui peut être quotidienne, hebdomadaire. Et on constate que certaines préfectures ont suspendu ces mesures d'assignation à résidence, mais d'autres les maintiennent et donc multiplient des sorties non essentielles où les personnes se retrouvent à devoir aller au commissariat pour pointer alors même que leur transfert est rendu impossible par la situation. Évidemment, la situation des personnes qui sont enfermées dans les centres de rétention administrative, les préfectures continuent de placer en rétention et à mener un nombre très réduit d'expulsions. Le ministère a annoncé au Conseil d'État le 27 mars pouvoir maintenir au moins un nombre très réduit d'expulsions, environ 8 par semaine, alors même que les mesures sanitaires continuent à être très insuffisantes dans les centres de rétention administrative, donc absence de masques, insuffisance de gel hydroalcoolique, non-application des gestes barrières et les personnes concernées se mobilisent puisqu'on a pu voir qu'elles se révoltaient au sein des lieux d'enfermement, que ce soit par des actes d'automutilation ou par des grèves de la faim telles que celle qui a été initiée au centre du Mesnil-Amelot ces derniers jours. On peut aussi penser à la situation des personnes par rapport à leur accès à l'information. L'attestation de déplacement dérogatoire prévue dans le cadre du confinement, elle n'existe qu'en français. Elle a été traduite et transformée aussi en pictogramme par les acteurs solidaires, mais de fait, cette attestation officielle, elle exclut toutes les personnes qui ne maîtrisent pas la langue, et de même, la version mobile exclut toutes les personnes qui n'ont pas la maîtrise des outils numériques ou n'y ont pas accès à une imprimante, etc. Et on se rend compte ces dernières semaines que des personnes ont pu être interpellées à proximité de foyers d'hébergement de personnes exilées, notamment en région parisienne, à proximité de lieux d'accès à la santé en région toulousaine. Et c'est vraiment des pratiques qui sont susceptibles de les mettre encore davantage en danger à partir du moment où les personnes peuvent craindre de sortir pour accéder à leurs soins ou à leurs besoins par peur d'être interpellées, d'être verbalisées. La situation aux frontières françaises, ça fait très longtemps qu'on la dénonce et qu'on dénonce les nombreuses violations des droits à la frontière franco-britannique, notamment à la frontière franco-italienne. Dans le Nord-Pas-de-Calais, on a toujours une situation qui est assez dramatique avec des centaines de personnes exilées, dont des familles avec enfants, des femmes enceintes qui vivent dans des entrepôts désaffectés, dans des bois, dans les nombreuses jungles et qui vivent dans des conditions déplorables, et ce depuis de très longs mois, voire de très longues années. Mais évidemment, leur situation est rendue encore plus dangereuse du fait de l'exposition au virus. Et les mesures de mise à l'abri, elles ont vraiment tardé à être mises en place. Les opérations de mise à l'abri, elles ont commencé pour le moment sur la base du volontariat tout récemment, vendredi passé pour Calais et lundi pour Grande-Synthe, avec quelques personnes qui ont effectivement été mises à l'abri, mais on constate encore que des centaines de personnes vivent dans des conditions indignes et sont mises en danger à nos frontières. De même, à la frontière franco-italienne, on apprenait encore le 20 mars que 7 personnes avaient été refoulées en Italie, alors même que l'Italie est l'épicentre de la crise sanitaire actuellement au niveau européen. Et avant d'avoir été refoulées, elles avaient été enfermées illégalement dans les locaux de la police aux frontières à Menton, où là aussi, des informations dont on dispose, absolument aucune mesure n'est prise pour éviter la contamination des personnes. Et enfin, pour finir sur les frontières de l'Union européenne, les violences aux frontières de l'Union européenne ne sont de loin pas nouvelles. Elles existent depuis de très longues années, puis elles se renforcent et s'accroissent au fur et à mesure que le temps passe. Et le contexte de pandémie actuelle vraiment exacerbe ces violences aux frontières, donc que ce soit pour les personnes qui sont entassées dans les hotspots des îles grecques, comme sur l'île de Lesbos, ou dans les nombreux centres de rétention en Europe, mais également à l'extérieur de l'Union européenne, pour les personnes qui sont bloquées en frontière dans des campements de fortune, comme à Calais, mais aussi comme en Bosnie, qu'elles soient bloquées en Libye. Vraiment, on a une situation où les personnes sont beaucoup plus exposées et les violences à leur encontre s'accroissent, alors même qu'elles nécessitent d'être protégées de toute urgence, et elles le nécessitaient évidemment bien avant la crise sanitaire. Merci Lydie pour ce constat. Le dernier intervenant, c'est Nicolas, qui est porte-parole national de la Confédération paysanne et qui est lui-même producteur de lait à Comté dans le Jura. On en parle peu, et pourtant, finalement, la situation de celles et ceux qui produisent notre nourriture, elle est aussi assez préoccupante. Et la question que je t'adresse, Nicolas, c'est
finalement, comment le monde paysan aujourd'hui traverse cette crise sanitaire? Donc, bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Le monde paysan, il traverse cette crise sanitaire, j'allais dire, en essayant de continuer à travailler au mieux pour assurer l'objectif d'accès à l'alimentation de toutes et tous. On a entendu les soignants tout à l'heure, c'est vraiment la première ligne. Je dirais que si on prend ces termes-là, les paysans seraient la seconde et tout le secteur de l'alimentation avec. Comment est-ce qu'on arrive à continuer au mieux de mettre en route ce secteur économique pour assurer un accès à l'alimentation? C'est ce que nous, on essaye de faire en tant que producteurs. Alors, j'allais dire, en tant que paysan, un confinement à la campagne, j'allais dire, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus difficile à vivre, surtout que de fait, il faut qu'on continue notre activité. Donc, si je prends juste mon exemple, on a des vaches laitières, il faut continuer à les traire matin et soir, il faut continuer à travailler, il faut continuer à préparer les champs pour les récoltes à venir. Donc, le travail se fait pratiquement normalement, en tout cas à l'extérieur, avec juste les restrictions qu'il faut avoir par rapport au confinement, par rapport aux déplacements qu'on essaye de prioriser. Également des restrictions par rapport à ce qu'on peut avoir en termes d'approvisionnement ou en termes de débouchés, et j'y reviendrai plus dans la seconde intervention. Mais en tout cas, nous, la grosse demande et la grosse interrogation qu'on a en tant que paysan et donc producteur d'alimentation, c'est comment est-ce qu'on arrive à prioriser certains secteurs économiques au niveau du pays plus que d'autres pour arriver, premièrement, à avoir une protection optimale des gens qui sont en première ligne, donc des soignants, et ensuite des gens qui sont en seconde, qui doivent assurer l'accès à l'alimentation. Donc, moi, je pense à tous les gens tous les paysannes, les paysans, et aussi tous les commerçants qui sont directement au contact des consommateurs, avec pas forcément les protections adéquates pour ça. Donc, nous, il nous semble que l'enjeu vital aujourd'hui pour continuer à prioriser ces secteurs-là, c'est d'en arrêter d'autres. Donc, ce qu'on a pu entendre comme parole politique, je pense à Muriel Pénicaud, par exemple, qui poussait le BTP à reprendre le travail pour avoir une activité plus importante. Nous, ça nous semble assez irresponsable dans ce temps de confinement sanitaire, et qu'au contraire, justement, on devrait arriver à prioriser certains secteurs, dont le secteur agricole, et arriver à donner des protections suffisantes et adéquates pour que non seulement le travail de production, quand on a des salariés, il faut pouvoir avoir un travail qui soit fait dans des conditions sanitaires optimales, mais je pense aussi à l'agroalimentaire et à la grande distribution. Si de fait on a une pandémie qui augmente avec des malades de plus en plus importants, on aura de fait des ruptures dans la production d'agroalimentaire ou dans la distribution, avec tous les risques que ça peut apporter à terme. Et nous, il nous semble que voilà, l'enjeu, il est vraiment de prioriser ces secteurs-là pour qu'on puisse continuer à produire, qu'on puisse continuer à collecter, à transformer, à distribuer l'alimentation, pour se donner les moyens vraiment aujourd'hui de produire une alimentation en quantité et en qualité suffisante, et puis en profiter également pour réfléchir à notre sécurité alimentaire et notre souveraineté alimentaire pour aujourd'hui et pour demain. Et Nicolas, tu as parlé de rupture. En fait, finalement, la réalité que vous décrivez les uns et les autres, et les unes et les autres, elle est très brutale, mais vous faites aussi référence à des choses qui vont bien au-delà de la crise actuelle, des racines profondes finalement de cette crise, parce que les conséquences, elles sont pas non plus apparues toutes seules. Il y a un peu la résultante d'une politique néolibérale qui est menée par plusieurs gouvernements successifs. Donc la question qu'on voulait vous poser et qui est un peu le cœur de cette conférence, c'est pour vous, quelles sont les causes profondes qui nous mènent aujourd'hui à la fragilité de notre système et du système tout entier face à la crise actuelle?
C'est un peu une grande question. Est-ce que Fatima, tu as commencé à donner un peu des pistes, notamment en parlant du Grenelle des violences qui finalement n'a pas résulté du tout ce que vous aviez en tête. Mais voilà, comment toi tu analyses un peu tout ça? Alors, et juste ton micro qui n'est pas allumé. Moi, je ne l'ai pas fermé, donc ça doit venir de vous. Je ne l'ai pas fermé. Donc... Là, c'est bon, on t'entend. Merci. Bah, c'est vrai que là, ce qui est intéressant, c'est que nous, les féministes, en tout cas intersectionnelles, on a beaucoup essayé de parler de la question des invisibles, qui étaient beaucoup les femmes et les racisées. Et là, finalement, on voit beaucoup les invisibles. On nous demande d'applaudir à la fois les caissières, les personnes qui s'occupent, les agents de propreté dans la rue, etc. Et quand on voit typiquement Aïssa Dounen, donc qui était caissière dans un hyper carrefour à Saint-Denis, qui est morte le 27 mars du coronavirus, on voit vraiment, en fait, c'est qui ces personnes invisibles qui font que quand vous vous levez le matin en plein confinement, ben, les rues sont propres, les rayons sont propres, mais les personnes qui les nettoient, typiquement les étages dans la grande distribution, etc., ce sont les personnes les plus fragiles, les plus mal payées, les travailleurs, les travailleuses invisibles, qui sont en train de payer le prix fort, en fait, parce que c'est les dernières à avoir des masques, des gels, des désinfectants pour les surfaces de travail. Et au début du confinement, notamment, il y a eu une horde de clients qui sont venus faire des stocks sans tenir compte de la distance de sécurité, puisque les consignes étaient un peu moins fermes. Donc, c'est super. La grande distribution a fait plein de profits à ce moment-là. Mais combien de personnes qui en ont pâti? Parce qu'au début du confinement, il y avait encore moins les espèces de vitres en plexi, encore moins de gants, de masques, etc. On a tous vu dans ces grandes surfaces ou dans des supérettes, des caissières et des caissiers sans rien, sans protection. C'est pas le seul exemple. Quelques jours avant, le chef de la sécurité du centre commercial au Paris Nord est mort. Et il y a une salariée Franprix-Levallois qui est partie directement du magasin à l'hôpital. Enfin, elle a été évacuée par les pompiers, elle est testée positive, là, elle est hospitalisée. Donc, c'est vraiment massif, quoi. Et parfois, même, on nous fait remonter que ce sont les salariés qui doivent acheter les gants qui n'ont pas de pause pour se laver les mains quand elles sont à la caisse, à la chaîne. Et c'est typiquement ce genre de secteur à qui on va demander d'aller travailler 60 heures par semaine quand les congés payés vont un peu plus augmenter, puisque c'est ce que dit la loi d'urgence sanitaire du 24 mars. Donc ces salariés, il leur faut des masques efficaces en nombre. Il faut fermer les rayons qui ne sont pas des rayons de produits de première nécessité. Il faut baisser les amplitudes horaires. On n'a pas besoin de magasins qui ouvrent à pas d'heure. Il y en a encore qui continuent à ouvrir le dimanche. Donc c'est ça, il faut essayer d'être solidaire et de penser aux personnes qui sont ubérisées, entre guillemets, qui n'ont pas de filet de sécurité. Les livreurs, les nounous, les femmes de ménage qui sont sous-traitées ou qui sont à leur compte, c'est pas forcément des gens qui ont accès au chômage partiel, c'est des personnes typiquement qui ont subi en première ligne déjà les ordonnances Macron qui ont fragilisé le droit du travail et à l'assurance chômage. Donc il faut vraiment voir cette crise comme une autopsie qui est faite sur notre système capitaliste. Ça fait des années qu'il y a des grèves qui se mobilisent désespérément contre le démantèlement en fait de nos services publics, de notre droit du travail, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une telle augmentation de la répression du mouvement social, c'est qu'ils font la sourde oreille. Par rapport à la question des violences faites aux femmes, ce qui se passe en ce moment avec le confinement, c'est que les hommes qui ont les représentations les plus misogynes, on va dire, ils sont en train ils doivent sacrifier les sorties récréatives du soir, ils restent toute la journée à la maison, ils doivent avoir les gosses entre les pattes. En fait, ils sont en train de vivre une vie de femme et ça ne leur plaît pas du tout parce que beaucoup d'hommes, pour eux, ils peuvent aller et venir à n'importe quelle heure sans se justifier. Et on a vu à la fois une hausse des violences, des situations où des femmes étaient déjà battues, maltraitées, mais là, avant, elles pouvaient avoir des échappatoires, c'est-à-dire elles allaient chez leur maman ou chez leur copine le temps que monsieur se calme. Là, comme elles sont enfermées 24 heures sur 24, donc elles vont faire le pas d'aller porter plainte parce que ça devient une question vitale.
où il y a des violences qui existaient déjà et qui se sont aggravées. Alors, c'est pas que les violences physiques, il y a tout simplement des violences psychologiques, c'est-à-dire qui vont quand même avoir un impact, hein, le stress, la peur, la dépression, puisque les hommes violents, ils sont exaspérés d'être enfermés, donc ils vont surveiller, dénigrer les moindres faits et gestes de ces femmes, ils vont se plaindre que la cuisson n'est pas bonne, que la tenue de la maison n'est pas bonne, et ça, on l'a vu dans tous les pays qui ont expérimenté les mesures de confinement. C'est pour ça que, comme je le disais, il y a eu une augmentation de 32% au niveau national des interventions de forces de sécurité. Donc là aussi, l'État, il ne planifie pas, l'État n'est pas ambitieux, il ne déploie pas les téléphones grand danger qui sont déployés de façon plus ambitieuse, par exemple en Espagne, qui a plus d'une décennie d'avance sur la France quant aux violences faites aux femmes. Donc on ne demande même pas au gouvernement d'avoir de l'imagination, on demande juste de copier. On manque de places disponibles, des places pour pouvoir mettre à l'abri des femmes qui sont parties. Et vraiment, on n'arrête pas de faire passer le message rester chez soi, ça sauve des vies, mais pour ces femmes, rester chez soi, ça risque leur vie. Alors, en fait, le gouvernement, il copie un peu ce qui s'est passé en Espagne, mais de manière beaucoup moins ambitieuse, comme je le disais. Donc, ils ont fait cette communication pour que les pharmaciens puissent recevoir des femmes et appeler la police eux-mêmes, ou dans quelques centres commerciaux, il y a des associations qui tiennent des tables, des permanences, donc notamment à Paris au Forum des Halles ou à la Défense dans les 4 temps. Mais c'est beaucoup moins massif que ce qu'on peut voir typiquement en Espagne, où il y a eu un vrai plan d'urgence, et là aussi c'est par manque de moyens. Et pour nous, le plus important, c'est pas que les femmes sortent, c'est vraiment l'éviction des agresseurs. Là, le gouvernement nous a dit qu'il y avait 20 000 places en hôtel ou en CHRS qui vont être données aux victimes, aux agresseurs, mais rien que pour le mois d'avril, on estime qu'il faudrait 600 000 € pour avoir 500 places pour les hommes violents seulement, pour les éloigner, et cet argent, il n'est pas mis à disposition. Je disais tout à l'heure, le 39-19, on n'arrête pas de faire la communication du 39-19, mais on a baissé son amplitude horaire, donc il fait maintenant à 19h et pas à 22h, alors que quand on nous avait promis après le Grenelle qu'il allait être disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et puis, dernière chose, c'est que pour nous, il faut bien comprendre que le projet politique des féministes, c'est pas d'envoyer tous les hommes en prison. C'est l'éducation. C'est-à-dire que pourquoi il y a cette lâcheté du gouvernement qui veut pas se remettre en selle et miser sur l'école? Parce que pendant le quinquennat précédent, malheureusement, on allait avoir un projet d'éducation contre le sexisme à l'école qui était assez ambitieux, et hop, le gouvernement avait reculé, si vous vous souvenez, parce qu'il y avait eu l'Observatoire de la théorie du genre, qui est un peu la fachosphère, qui s'était mobilisé contre. Et là, c'est ce qu'il faut remettre sur pied, parce qu'on n'est pas du tout dans une démonstration que parce qu'on envoie des hommes en prison, ils en sortent meilleurs, bien au contraire. Et par rapport à la répression, le mouvement féministe, enfin un certain mouvement féministe en tout cas qui est aussi antiraciste, n'est pas du tout dans l'idée de déléguer la question de la protection des femmes à une police qui est souvent mal formée. D'ailleurs, on demande à toutes les personnes de nous faire des retours si elles ont été mal accueillies par la police pour des questions de sexisme, de racisme, de transphobie, de lesbophobie, ce qui est malheureusement encore monnaie courante. Et il faut que ce soit un service qui est pour toutes les femmes, c'est-à-dire qu'il y a eu l'explosion des violences conjugales, mais il y a aussi l'explosion des violences policières. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez vu cette femme, entre autres, qui s'est fait tabasser et s'est pris un coup de taser dans la poitrine, une jeune femme, toute jeune, qui était sortie avec son petit frère pour faire ses courses, une femme noire, voilée, etc. C'est sûr que cette femme, si un jour elle est confrontée aux violences conjugales, elle se tournera pas vers les forces de l'ordre, parce qu'il y a encore cette gestion des quartiers populaires, des pauvres, des racisés, qui est une gestion violente, post-coloniale, et qui n'est pas, qui ne fait pas qu'il y a un message universel qu'on peut donner. Comme quoi, voilà, il faut se tourner vers la police et c'est bon, vous serez protégés. Ça dépend vraiment des populations. Déjà, parmi les femmes plus ou moins blanches, enfin voilà, il n'y a pas forcément un accueil qui est bienveillant. C'est-à-dire que si une femme n'arrive pas avec un œil au beurre noir et une dent en moins,
beaucoup de policiers ne la croient pas, ne lui accordent pas de crédibilité, alors que si c'est une femme SDF ou une femme avec un accent, une femme qui a l'air très traumatisée et tout, bah, paradoxalement, ça veut dire que ce sont les femmes les plus vulnérables et paradoxalement, c'est celles qui seront moins prises au sérieux par les forces de l'ordre. Voilà ce que je peux dire un peu en faisant le tour de la question. Je peux aussi donner un peu les solutions quand même qui sont existantes. Je peux vous les copier peut-être pour que vous puissiez les donner. Bah, c'est le 3919. Le 3919, il faut savoir pour les femmes victimes que c'est un numéro spécial parce que ça ne va pas apparaître dans la facture téléphonique. Donc, il ne faut pas avoir peur que le conjoint violent tombe sur une trace que vous avez appelée le 3919. Et sinon, si vous êtes à Paris, vous pouvez appeler le 3975 et on va vous orienter, vous conseiller, etc. Et les commissariats sont encore ouverts pour le coup. Vous pouvez aussi appeler le 17 si vous êtes vraiment en danger. Et si vous ne pouvez pas appeler parce que vous êtes sourde, malentendante ou que vous ne pouvez vraiment pas appeler puisque vous êtes en situation de danger, vous pouvez envoyer un SMS au 114. Donc, ce sera la même chose. Et voilà, il y a un site qui a été mis en place par le gouvernement, c'est arrêtonslesviolences.gouv.fr qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il peut vous donner une assistance et des conseils. Merci Fatima. Et effectivement, ces numéros, c'est important de les rappeler. C'est finalement des moyens qui sont donnés pour l'éducation, mais aussi pour la formation. Parce que tu l'as dit, il y a besoin de former aussi les personnes qui sont qui sont les premiers en contact avec des personnes qui ont été victimes de violences conjugales, de violences tout court d'ailleurs, que ce soit les policiers, que ce soit les personnes, le personnel juridique, etc. En tout cas, peut-être les soignants également, mais en tout cas, ces besoins de formation, ils sont assez importants. Et je saute complètement de sujet pour aller vers Nicolas, mais finalement, parce que les états généraux de l'alimentation, c'est aussi un peu une des fausses promesses du gouvernement, comme l'a été le Grenelle, le Grenelle contre les violences. Et ce qui s'est passé à ce moment-là n'a pas vraiment réussi à remettre à plat le fonctionnement de cette chaîne alimentaire. Toi, Nicolas, comment la Confédération paysanne analyse un peu le fait qu'on en arrive dans cette situation-là? Notre analyse sur la situation, j'allais dire, elle date pas forcément d'hier, elle date pas du début de la crise, elle date pas non plus du début des États généraux qu'Emmanuel Macron avait lancé. Très clairement, pour nous, les paysannes, les paysans, que ce soit en France et dans le monde, ils sont victimes d'un système mondialisé qui cherche à tout prix à vouloir faire de plus en plus de profit pour certains intérêts particuliers, et que chaque fois les intérêts généraux ou l'intérêt commun est balayé justement au regard de ces intérêts particuliers, que ce soit du commerce, de la finance ou de certains États. En 30 ans, sur les 30 dernières années, en France, le nombre de paysans a été divisé par 3 par les différentes politiques publiques qui ont été mises en place. Donc, autant dans les années 50, sorties de la guerre, les politiques publiques qui étaient mises en place permettaient aux paysans d'essayer d'acquérir un niveau de vie qui se rapprochait de la globalité de la population. On essayait également de moderniser les campagnes pour avancer vers un objectif de souveraineté alimentaire au niveau du continent européen. Et à ce moment-là, on pouvait avoir une disparition en nombre de paysans. Mais j'allais dire, c'était pour ces objectifs-là, et c'était aussi des emplois qui étaient en général retrouvés, que ce soit dans l'industrie ou dans les services. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. Tout le nombre de paysans qui disparaissent, c'est plutôt pour aller grossir les rangs du chômage un peu partout en France et en Europe. Il y a beaucoup de secteurs qui sont en crise chez nous, avec des problèmes de prix, des problèmes de renouvellement de génération, des problèmes de reconnaissance de notre travail. On peut citer les fruits et légumes, on peut citer les principales productions de viande, parce que à chaque fois, toutes ces productions et tous les paysans
sont soumis à une concurrence de plus en plus forte, avec, comme je disais tout à l'heure, une recherche de profit maximum pour certains intérêts. L'objectif à travers le monde, c'est toujours de produire plus, plus vite, à moins cher, et donc avec moins de paysannes et de paysans, sans se soucier justement de tous les impacts à long terme. Les impacts alimentaires, bien entendu, les impacts sociaux, parce que forcément, quand des paysans disparaissent, c'est des territoires ruraux qui sont dirigés, j'allais dire, vers une déprise agricole. Et en général, quand il y a des prises agricoles, il y a également des prises de la transformation alimentaire derrière, des services de proximité. Enfin, c'est tout un enchaînement qui se fait dans un sens ou dans l'autre autour du monde agricole, avec également des impacts forcément sur l'environnement et le climat qui sont de plus en plus importants et significatifs. On s'en rend compte assez facilement et de plus en plus rapidement. Donc, les différentes politiques publiques qui mènent à tout ça, c'est l'OMC au niveau mondial, c'est la multitude d'accords de libre-échange qui poussent les paysannes et paysans du monde à être en concurrence pour produire plus et de manière plus compétitive, comme on appelle. C'est un vilain mot. Pourtant, si on faisait rentrer dans cette recherche de compétitivité des objectifs sociaux, des objectifs de durabilité environnementale et climatique, c'est quelque chose qu'on pourrait entendre. Sauf qu'aujourd'hui, cette recherche de compétitivité est uniquement sur le prix, c'est-à-dire qu'il faut chercher à produire plus de volume avec moins de coûts. Et c'est la partie du monde, l'État ou le continent qui arrivera à justement pressuriser un peu plus ces paysans ou s'asseoir sur les droits du travail des salariés ou s'asseoir sur les enjeux environnementaux et climatiques qui, quelque part, remportera ces nouveaux marchés et sera plus compétitif par rapport à d'autres. Donc, ça conduit forcément à de l'intensification, à des agrandissements des fermes, à des spécialisations, à de l'industrialisation également de beaucoup de filières. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui avec cette crise que cette spécialisation et cette industrialisation, c'est un système finalement très fragile. Il est fragile parce qu'il n'a pas d'autonomie, très peu. Il est énormément dépendant des cours mondiaux alimentaires, agricoles, mais également des cours du prix du pétrole, des cours des intrants chimiques par exemple, et qui font que les paysans dans ces systèmes-là sont énormément dépendants de tous ces enjeux-là et se retrouvent finalement victimes et avec très peu de moyens d'inverser le système et même s'ils le voulaient, d'arriver à faire évoluer leur système d'exploitation, leurs fermes et les différentes filières. Donc pour nous, très clairement, cette industrialisation, elle conduit à des crises sanitaires ou économiques, comme la crise qu'on peut voir aujourd'hui. On en a connu d'autres par le passé, les crises de malbouffe autour de la vache folle notamment, de la dioxine, des poulets au fipronil, des lasagnes de cheval à la place de la viande de bœuf. On connaît également des problèmes sanitaires spécifiques aux filières agricoles, la grippe aviaire notamment sur les volailles, la peste porcine qui est arrivée également d'Asie. Et en fait, c'est à chaque fois accéléré et mondialisé par ces systèmes industriels et spécialisés qui font que ça s'accélère énormément à chaque fois qu'il y a une nouvelle crise qui arrive. La grippe aviaire, notamment sur les volailles, on s'est rendu compte, alors qu'au début, on pointait du doigt les systèmes locaux, les systèmes paysans, les petites fermes comme accélérateurs de ces crises-là. On s'est rendu compte que les principaux accélérateurs, c'était la spécialisation des fermes et des filières, c'est-à-dire que certains faisaient naître les volailles, d'autres les élevaient, d'autres les gavaient. Donc une hyper spécialisation des filières avec à chaque fois des transports multiples
qui font que ces épidémies ou ces pandémies, elles se multipliaient à vitesse grand V à cause de cette spécialisation des fermes et des territoires. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui ne répond pas du tout aux enjeux agricoles comme nous, on voudrait les voir évoluer, qui ne répondent pas non plus aux enjeux alimentaires à l'échelle de la France et de la planète. Les États généraux, pour nous, n'y ont rien changé parce qu'il y a beau eu avoir de beaux discours, notamment du président Emmanuel Macron, le politique n'a pas du tout reculé devant la dictature économique des marchés. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours la recherche de profit maximum, même si pour ça, il faut mettre en danger les filières de qualité, même s'il faut mettre en danger notre souveraineté alimentaire et notre qualité d'alimentation, avec aucune volonté finalement donc d'imposer que ce soit de la transparence, que ce soit un revenu paysan qui permettrait justement de commencer à penser et réfléchir les transitions agricoles. Tout ça, c'est quelque chose qui a été délégué aux acteurs économiques dans les États généraux de l'alimentation. Et comme on a pu le dire, nous, à de multiples reprises, ce n'est pas l'acteur économique, qui soit de l'industrie agroalimentaire ou de la grande distribution, qui vont tout seuls changer de logiciel et répartir les marges pour permettre aux paysans, un, d'être rémunérés et deux, de penser à une évolution du système agricole et alimentaire. Donc pour nous, voilà, c'est hyper urgent. On le voit bien aujourd'hui en contexte de crise sanitaire. C'est hyper urgent de se donner des leviers de changement pour arriver à permettre aux paysans qui sont aujourd'hui prisonniers d'un système qui les ruine, qui détruit la biodiversité et puis qui crée des désordres sociaux et écologiques, justement qu'on puisse avoir des leviers d'évolution et des leviers de changement, des leviers de transition. Donc, pour ça, on pouvait penser aux États généraux de l'alimentation. On peut penser également à la politique agricole commune qui est en discussion et qui permet de donner une orientation politique aux paysannes et aux paysans de France et d'Europe. Si aujourd'hui, l'orientation politique elle est donnée à l'agrandissement, c'est aussi parce que la PAC donne des subventions sur les hectares. Et en gros, plus les paysans ont d'hectares et donc de surface, et donc plus ils s'agrandissent, plus ils seront valorisés et plus ils auront un montant de subvention de la politique agricole commune importante. Et sachant que le revenu des paysans n'est malheureusement pas fait de la vente de leurs produits, est fait principalement des subventions. Aujourd'hui, très clairement, quand cette direction-là est donnée, le seul choix des paysans, c'est de s'agrandir. Donc pour nous, il y a un enjeu de réformer cette politique agricole commune pour donner la direction notamment d'une agriculture plus écologique et plus sociale, en disant si demain on doit avoir plus de paysannes et de paysans, il faut que la politique agricole commune donne cette direction-là. Pardon, tu parlais des acteurs et il y a une question dans les commentaires du live à ce sujet. Le commentaire et que penser des grosses firmes comme Leclerc ou Intermarché qui passent déjà de la pub à la radio sur le fait qu'ils travaillent avec des producteurs locaux parce que sinon ils perdraient leur production. Et cette question rhétorique, en clair, toi, rapidement, ta position sur le sujet. Donc, on s'est posé cette question-là, justement, la grande distribution se posait un peu en sauveur d'une petite agriculture qui s'est trouvée beaucoup impactée par cette crise sanitaire. On a beaucoup parlé des marchés qui ont été fermés suite à la prise de parole d'Édouard Philippe. Donc, nous, on a retravaillé beaucoup pour arriver à sécuriser et réouvrir un maximum de marchés parce qu'il nous semblait que l'accès à une alimentation choisie et de proximité et de qualité et de produits frais était tout à fait possible dans les marchés si on se donnait les moyens, sanitaires de mettre en place des mesures et que c'était pas seulement la grande distribution qui pouvait arriver à répondre à l'objectif d'accès à l'alimentation.
on pouvait aussi le faire sur des marchés de proximité. Et quelque part que la grande distribution se pose en sauveur en disant ben, vous pouvez plus vendre vos produits, nous on va les prendre et on va les vendre. Ça pose clairement le problème de aujourd'hui quelle image renvoie la grande distribution et quelle image renvoie justement les marchés. Et pour nous, c'est assez dramatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une grande distribution, on a une grande firme, comme ça a été dit, eh ben, ça donne l'image de quelque chose qui peut être capable de mettre en place des mesures, là dans ce cas-là, sanitaires, efficaces, et que dans le cas d'une agriculture de proximité, d'une vente à la ferme ou d'une vente sur des marchés, on ne serait pas capable de le faire. Pour nous, c'est très clairement, pas forcément l'inverse, mais si on est capable de le faire en grande distribution, on est aussi tout à fait capable de le faire sur de la vente directe et de la vente sur des marchés. Et c'est ce qu'on a, et c'est ce qu'on continue à essayer de faire pour sécuriser ces ventes-là et puis conforter ces paysans-là, parce qu'aujourd'hui, si ces paysans-là n'ont pas ces ventes-là, ils se retrouvent sur le carreau, ils n'existent plus, et c'est toute une partie de l'agriculture qui justement travaille à la relocalisation, travaille à la recherche d'autonomie, à la reconnexion avec les citoyens qui disparaîtrait parce qu'elle serait mise en difficulté au regard de ces enjeux sanitaires. Donc pour nous, très clairement, tous les paysans sont impactés par cette crise-là, toutes les productions, tous les circuits de vente, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut justement en prioriser certains par rapport à d'autres. Pour nous, l'urgence, c'est de soutenir aujourd'hui les paysannes, les paysans qui produisent, qui travaillent, de soutenir le secteur agroalimentaire qui arrive à transformer et donner un accès à tous à une alimentation de qualité. Et après la crise, il faudra arriver à faire des choix et puis à se donner les moyens pour nous en tout cas, au regard de ce qui s'est passé, de se donner les moyens de relocaliser, de travailler une agriculture autonome et économe et d'arriver à relier les enjeux de ressources alimentaires que nous on produit avec les enjeux de besoins alimentaires, comme on peut le voir actuellement en période de confinement, localement, et comment est-ce qu'on arrive à recréer tous ces liens-là pour que nous, paysans, on soit mieux valorisés. Et puis, je vais en terminer par là. C'est-à-dire qu'il nous semble qu'on doit arriver à la fin. Nous, on avait il y a quelques années un titre de rapport d'orientation qui était Paysans, métiers d'utilité publique. Je trouve que c'est bien l'enjeu aujourd'hui. On le voit au travers de la reconnexion qui se fait en période de confinement sur les enjeux agricoles et alimentaires, que l'agriculture est importante, que l'agriculture paysanne, l'agriculture qui relocalise est importante, prioritaire et vitale. Et très clairement, si nos métiers de l'agriculture et de l'alimentation sont vitaux et prioritaires, si on les dit d'utilité publique, eh ben, il faut demain les reconnaître comme tels, les prioriser comme tels, les valoriser comme tels, et ça demandera des politiques publiques d'envergure qui permettent ces changements-là et qui permettent de prioriser tout ça. Et en ce sens, c'est vrai qu'on peut noter l'absurdité de laisser des entreprises comme Amazon continuer à fonctionner, sachant que 90%, voire 95% des biens qu'ils vendent ne sont pas des produits de première nécessité, alors que dans un premier temps, beaucoup de marchés locaux ont été fermés. Heureusement, dans pas mal de localités, ces marchés paysans ont gagné cette bataille, mais en tout cas, c'est aussi une absurdité qu'on peut soulever. Je vous propose, sans vraiment de transition, de passer la parole à Lydie pour avoir un peu plus l'avis de la CIMAD sur l'évolution des politiques d'accueil. Donc, on a parlé un peu de la France et un peu de l'Europe parce que c'est aussi une compétence européenne et voilà, important d'avoir un peu cette vision globale. Lydie, je te Merci. Oui, je disais tout à l'heure que cette crise sanitaire, finalement, elle révèle un peu les failles
et les lacunes de nos politiques d'accueil des personnes exilées de façon générale, que ce soit en France ou au niveau européen, et l'incapacité de l'Union européenne à faire preuve de la solidarité et de l'humanité nécessaire pour mettre en place des politiques d'accueil dignes et respectueuses des droits des personnes. Je disais aussi que les réponses à la crise sanitaire Covid aux frontières avaient exacerbé les violences, mais très clairement, ces situations, elles préexistaient avant la crise sanitaire, et finalement, la crise sanitaire, elle révèle de façon encore plus urgente l'urgence de changer le cap de ces politiques qui sont toujours orientées vers un traitement répressif des mobilités des personnes et vers la volonté d'empêcher les personnes que les États membres de l'Union européenne et les gouvernements considèrent indésirables et souhaitent mettre à l'écart, rejeter ou rendre invisibles. Et du coup, pour illustrer un peu ce propos-là, l'exemple du désastre humanitaire qui se joue à la frontière gréco-turque, qui constitue vraiment une belle illustration. Pour poser un peu le décor, actuellement, il y a plus de 42 000 personnes qui sont parquées dans les 5 hotspots des îles grecques. Ces camps, ces centres de tri et d'identification, j'y reviendrai, à la base ont été pensés pour accueillir, détenir 6 000 personnes. Donc, on est dans une situation de surpopulation complètement délirante. Celui de Moria sur l'île de Lesbos en contient en lui seul il y a 20 000 personnes qui survivent dans ce camp, qui a été créé pour 2800 places à la base. Et donc, on a une situation évidemment de surpopulation très grave, avec un manque d'infrastructures sanitaires, avec une insuffisance d'accès à l'eau potable, à des toilettes, à des douches, des situations de violence qui se multiplient, y compris des violences sexuelles vis-à-vis des femmes, mais également des nombreux enfants, dont une grande partie d'entre eux sont isolés dans ces camps, et une insuffisance évidemment de places pour concrètement dormir, ce qui fait qu'il y a une multiplication d'habitats de fortune sous tente, et chaque année, on a des cas d'hypothermie, des incendies à répétition. Donc, on a tout un contexte qui est déjà dramatique, auquel s'ajoute aujourd'hui la crise sanitaire Covid-19, et qui finalement met en lumière cette bombe à retardement. Plein d'observateurs, d'associations locales grecques, d'associations européennes, internationales qui travaillent sur ces questions, le disent depuis plusieurs années maintenant, qu'on est dans une situation explosive. Et effectivement, dans ce contexte de crise sanitaire, ces camps surpeuplés, ces prisons à ciel ouvert que sont devenues ces îles sont des bombes à retardement, puisqu'évidemment, les conditions de vie, de survie même, empêchent totalement toute mesure qui viserait à limiter la propagation du virus. Les personnes s'auto-organisent elles-mêmes. Sur l'île de Moria, il y a un groupe de personnes qui habitent là, qui se sont constituées en équipe pour faire des maraudes au sein de leur propre camp d'enfermement, pour informer sur les gestes barrières, les moyens de se protéger, etc. Mais globalement, les personnes sont relativement laissées à leur sort. Et donc, cette situation, elle n'est pas nouvelle, elle est même la conséquence de la politique européenne qui a été menée depuis de longues années à ses frontières extérieures, à celle-là notamment. Déjà en 2014, nos associations réunies au sein d'une campagne qui s'appelait Frontexit et qui dénonçait les violations des droits découlant des actions de l'agence Frontex qui protège les frontières, qui protège entre guillemets les frontières extérieures de l'Union européenne, dénoncer les pratiques de l'Union européenne et de ses États membres à cette frontière-là, qui, au lieu de mettre en place des mesures pour accueillir les personnes et pouvoir examiner leurs besoins et faire accès à leurs droits de façon digne, poursuivait cette logique intolérable de fermeture des frontières au moyen de multiples techniques de dissuasion qui visaient à repousser notamment les embarcations de personnes vers la Turquie, en l'occurrence, en violation du droit international et européen. Et aujourd'hui, la situation spécifique des personnes dans ces camps surpeuplés en Grèce, elle est aussi le résultat de la politique européenne mise en place en 2015 à travers ce qu'on a appelé l'approche hotspot. C'était vraiment les hotspots ont été, donc ce sont des centres de tri et d'identification. Ils ont été présentés à l'époque par
l'Union européenne et la Commission notamment comme un des éléments phares de la réponse à la crise qu'on a appelée, qu'on a mal nommée crise migratoire, mais c'est bien une crise de l'accueil de l'Union européenne et non pas une crise des personnes migrantes qui ne sont pas responsables de ces politiques. Et l'objectif de ces hotspots qui ont été mis en place en Italie et en Grèce sur ces îles, c'était de pouvoir déterminer rapidement parmi les personnes qui arrivaient aux frontières, celles qui avaient besoin d'une protection et celles qui n'en avaient pas besoin. Donc celles considérées comme de potentiels réfugiés légitimes à accéder à la protection, des autres stigmatisées comme migrantes, personnes migrantes économiques, alors que les frontières de ces catégories sont beaucoup plus poreuses qu'on ne veut le croire, et ces catégories, elles sont erronées. Mais du coup, l'objectif, c'était vraiment que les personnes qui soient identifiées comme éligibles à une protection internationale puissent être relocalisées vers d'autres États membres de l'Union européenne pour accéder à cette protection, tandis que toutes les autres qui ne seraient pas éligibles et qui ne seraient donc pas légitimes seraient renvoyées hors du territoire européen. Et donc, cette approche, elle a largement montré ses limites. Au terme de 2 ans, seulement 25 000 personnes ont été relocalisées vers d'autres États membres, ce qui est vraiment absolument ridicule. La majorité des personnes ont été renvoyées ou sont restées parquées dans ces camps pendant de très longs mois. 1 an après l'annonce de cette approche, il y a eu cet accord indigne avec la Turquie, au terme duquel la Turquie s'engageait à accepter l'expulsion de toutes les personnes arrivées sur les hotspots grecs, le renvoi de toutes les personnes qui avaient débarqué sur les îles grecques et qui avaient été rejetées par les hotspots, en contrepartie, entre autres, d'un versement de 6 milliards d'euros de la part de l'Union européenne et de la promesse de son accession future à l'Union européenne. Et à la suite de cet accord entre l'Union européenne et la Turquie de mars 2016, et sous la pression tant de l'Union européenne que de certains États membres, la Grèce elle a mis en place un système de restriction géographique dans les hotspots, couplé à des mesures dites de procédure accélérée à la frontière. Et en pratique, cela signifie concrètement que les personnes qui arrivaient sur ces îles grecques, dans les hotspots, elles n'étaient pas autorisées à rejoindre le continent avant que ne soit prise la décision finale sur leur demande d'asile. Lorsqu'elles parvenaient effectivement à accéder à cette demande d'asile, ce qui était rendu très complexe dans ces hotspots, déjà surpeuplés dès le départ. Et cette assignation à résidence des personnes dans ces hotspots sur ces îles grecques, c'est tout ce contexte et ces mesures-là qui ont transformé ces îles en des prisons à ciel ouvert pour personnes en demande de protection débarquées sur la frontière sud de l'Union européenne. Donc certaines restent bloquées pendant de très très longs mois dans un état de dénuement total, avec un stress psychologique très fort, des conditions de survie déplorables comme je le décrivais précédemment. C'est vraiment il y a pas mal d'articles d'analyse sur la situation, mais elle est vraiment glaçante, avec un taux de suicide notamment des enfants qui est très élevé, etc. etc. Et déjà en octobre 2017, mais même avant, mais en octobre 2017, une 60aine d'organisations grecques, internationales et européennes, engagées solidaires des personnes exilées en Grèce, avaient lancé cette campagne Open the Islands, qui demandait le transfert de toutes celles et ceux qui étaient bloqués sur ces îles. Et donc, les autorités grecques avaient effectivement transféré à ce moment-là plusieurs milliers de personnes sur le continent, mais elles n'avaient pas renoncé à ce système de restriction géographique. Et comme les arrivées se poursuivent malgré toutes les tentatives de l'Union européenne en coopération avec les États non membres, la Turquie et d'autres, d'empêcher leur arrivée, la situation, les personnes continuent d'arriver. Et du coup, ces îles sont devenues des vraies prisons à ciel ouvert, qui aujourd'hui sont des bombes à retardement dans le contexte de cette crise sanitaire. Mais déjà, il y a quelques années, le constat qui était partagé par toutes nos organisations, c'était que le seul moteur des politiques européennes en matière de migration et d'asile, c'était de tenter de décourager l'arrivée des personnes sur le territoire européen, que ce soit en externalisant les contrôles aux États voisins de l'Union européenne, en externalisant la surveillance de frontières, voire l'accueil, ou en maintenant les personnes dans des conditions de survie complètement indignes et violentes,
que ce soit en mettant en place des procédures accélérées qui réduisent à peau de chagrin l'accès effectif aux droits pour complètement décourager les personnes de poursuivre leur parcours ou de tenter de le faire. Donc, on dressait déjà le constat à l'époque d'une politique des États membres et de l'Union européenne qui fonçait complètement droit dans le mur d'un point de vue humanitaire, du point de vue de l'accès aux droits, et qui faisait déjà voler en éclats toutes les règles internationales et européennes de respect des droits fondamentaux en la matière. Et qui, du coup, est, j'imagine, très préoccupant vu la situation sanitaire actuelle, sa globalisation et le fait que la situation de ces personnes-là n'est pas du tout au cœur des préoccupations des gouvernements actuels, de l'Union européenne, qui laisse, j'imagine, de votre côté présager des choses. Je ne sais pas si le pire, mais en tout cas, voilà, une situation qui va encore être bien aggravée. Ton micro est coupé. Ah, c'est bon. Là, depuis à peine quelques jours, les autorités grecques ont commencé à organiser le transfert sur le continent d'une partie des personnes exilées. Il y a eu plusieurs appels alors, évidemment, des organisations solidaires et militantes, la nôtre, mais également évidemment toutes les organisations locales grecques, et qui ont été la cible aussi de violence, parce que cette situation, évidemment, elle est devenue explosive sur les îles grecques, avec des manifestations au relent xénophobes, des tensions et des violences racistes dirigées à l'endroit des personnes exilées, mais également de leur soutien, ou des journalistes qui sont sur place pour documenter, rendre visible cette situation-là. Mais donc, ces organisations militantes, elles appellent à la libération immédiate de toutes les personnes qui sont enfermées sur ces îles depuis longtemps, a fortiori dans le contexte de la crise sanitaire qui les met absolument tous en danger. Si un cas est avéré dans les hotspots, c'est une bombe atomique. Et de plus en plus, il y a des appels aujourd'hui, y compris des parlementaires européens, du Conseil de l'Europe, etc., qui vont dans ce sens, du Haut-Commissariat aux réfugiés, mais les mesures de mise en œuvre tardent à être annoncées. L'Union européenne, la commissaire en charge des affaires intérieures, Ylva Johansson, là, annonce qu'elle est en train de travailler avec les autorités grecques à la mise en place d'un plan d'urgence pour organiser ce transfert, mais ce ne sont pas des solutions qui se mettent en place rapidement. À ce stade, on n'en voit pas on n'en voit pas vraiment la couleur, et on ne sait pas concrètement qu'est-ce qui va être mis en place, dans quelle temporalité, avec quels moyens. Certains États européens s'étaient dits volontaires pour accueillir une partie des mineurs non accompagnés qui se trouvaient sur ces îles avant le début de la crise sanitaire, ou en tout cas avant qu'on en parle beaucoup en Europe. Mais ça représentait 1600 enfants isolés, alors que le nombre d'enfants isolés sur ces îles s'élève à presque 6000, sans parler de tous les autres qui sont accompagnés de leurs parents, qui sont tout autant en danger, et que de toutes les autres personnes qui, de toute façon, sont placées dans une situation d'extrême vulnérabilité dans ce contexte. Depuis ces derniers jours, les autorités grecques, elles ont organisé le transfert sur leur continent d'une partie des personnes exilées, mais bon, les solutions sont vraiment pas satisfaisantes. Elles sont transférées dans des camps fermés qui sont situés dans d'autres régions du pays. Donc, par exemple, le 14 mars, un bateau militaire a conduit un peu plus de 400 personnes qui étaient arrivées à Lesbos dans un camp fermé à proximité d'Athènes, où déjà 2000 personnes sont enfermées, donc c'est vraiment pas une solution. Le 21 mars, pareil, près de 200 personnes ont été amenées dans un nouveau camp qui a été improvisé au nord de la Grèce, dans un lieu complètement isolé qui s'appelle Kidli. Et les personnes qui continuent d'arriver sur ces îles actuellement, elles ne peuvent plus accéder aux hotspots, elles sont directement placées en quarantaine à l'endroit même où elles ont débarqué, mais sans aucune infrastructure d'accueil, jusqu'à leur transfert dans un camp fermé sur le continent, ou potentiellement. Donc, c'est sûr que là, ça met en lumière à quel point la solidarité européenne est nécessaire, et à quel point la Grèce ne va pas pouvoir tout gérer toute seule, puisqu'elle a déjà ses capacités d'accueil dépassées depuis fort longtemps, etc. Donc, nous, effectivement… Merci Lydie. Je suis désolée, je vais devoir passer la parole à Hugo, mais merci beaucoup pour ces retours. Et c'est sûr que dans des temps de crise sanitaire globalisée, généralisée, la question de la solidarité européenne et de la solidarité aussi avec les personnes à l'extérieur de l'Europe, elle est
non seulement, enfin, d'une partie hyper importante, nous, c'est quelque chose qui compte, et en même temps, elle est finalement toujours reléguée derrière d'autres enjeux par les dirigeants européens et les chefs d'État et l'Union européenne. Et c'est vrai que c'est assez dramatique. Donc voilà, en tout cas, on suivra tout ça. Et du coup, je voulais passer la parole à Hugo, puisque effectivement l'heure tourne. Hugo, toi, tu dénonces depuis pas mal de temps déjà la dégradation du système public de santé, bien avant cette crise sanitaire. Il y a, enfin, je pense que tu dois être assez attentif à ça, mais quand même pas mal d'erreurs. Je ne sais pas si on peut les appeler des erreurs de communication, mais en tout cas des erreurs aussi qui annonce la suppression de lits et de postes, notamment au CHU de Nancy, là, alors que le Grand Est est quand même très touché. Et puis, j'en profite aussi pour te poser d'un coup une question qui vient du live et qui nous dit sans traitement prouvé, il faudrait plusieurs mois pour que 70% de la population soit immunisée. Ce confinement va donc durer plus longtemps, bien plus longtemps que le gouvernement l'annonce. Du point de vue épidémiologique, quel est le retour du corps médical, et également la question de la polémique sur certains traitements. Je ne suis pas sûre que ce soit le moment de l'aborder, en tout cas, ce n'est pas trop notre sujet. Mais voilà, d'avoir un peu ton retour là-dessus. Ok, merci. Oui, juste pour rappel sur les questions européennes, aujourd'hui c'est la Journée mondiale de la santé. Et c'est aussi une journée d'initiative européenne en santé. Et c'est une question qui est particulièrement importante à l'heure actuelle, puisque les questions de pénurie de médicaments, notamment, doivent avoir une réponse qui sont européennes hein, sur la relocalisation des labos en Europe. Pour rebondir sur la question qui est posée en termes épidémiologiques, alors moi je ne suis pas infectiologue et je me garderai de partir dans des polémiques, parce que ça va un peu dans tous les sens à l'heure actuelle. Simplement, des mesures qui ont prouvé leur efficacité, c'était le confinement des personnes malades, le port du masque pour tout le monde, et puis la sérologie. Donc, je pense que quand on aura la sérologie pour les personnes, ça accélérera le déconfinement général. Après, je sais pas, avec les impératifs économiques, je pense pas qu'il aille plus loin que début mai. Sur la question des causes, pour revenir à ce qui a été demandé, en 8 minutes, c'est compliqué. On pourrait en parler pendant 15 jours et je vais essayer de le faire en 4 plutôt vu le timing. Simplement sur l'histoire hospitalière, il y a des très bons écrits déjà qui existent. Hein. Je pense à la case du siècle des sociologues Juven, Vincent et Pierru, mais aussi en ce moment à Mediapart, ils font des très bons articles d'investigation et notamment sur la gestion de la pénurie. Pour le dire de manière raccourcie, en gros, donc ça fait 40 ans que ça court. Hein, et la première idée qui en était venue suite à l'explosion des dépenses de santé, c'était l'invention du numerus clausus. Ce phénomène-là est important parce que c'est un syllogisme qui en dit long sur la suite, c'est-à-dire qu'en réduisant le nombre de médecins, on s'est dit qu'on allait réduire le nombre de malades. C'est moins d'offres égale moins de demandes. Ce genre de politique, ça a été perpétué après pendant 40 ans avec une sécurité sociale qui n'est plus sanctuarisée. Hein, on l'a vu encore avec la mesure Gilets jaunes de cette année, avec une privatisation rampante du petit risque, c'est-à-dire un système qu'on préférerait, que les technocrates préféreraient plus mutualiste. Et on sait que les mutuelles sont plus inflationnistes. Hein. Aux États-Unis, le système de santé est 50% plus cher pour 50% moins de résultats. Et donc, ces mesures pendant ces 40 dernières années, en fait, on pourrait citer Mattei avec la T2A qui a mis en concurrence les services. On pourrait citer Bachelot qui a mis des gestionnaires à la place des médecins. Bachelot qui était pharmacienne, donc qui trouvait évidemment que les médecins avaient trop de pouvoir. On pourrait citer Touraine avec les GHT et les fusions d'hôpitaux. En fait, quel que soit le gouvernement, ça a toujours été dans le même sens et qui est la réduction des dépenses publiques. Avec une technocratisation à l'extrême pour légitimer cet objectif-là, avec des indicateurs créés de toutes pièces, dits de qualité, mais qui sont pas tellement de qualité, et notamment un très bon indicateur qui est un indicateur de pilotage à l'heure actuelle qui s'appelle l'ONDAM. Et c'est Pierre-Louis Bras, un ancien haut fonctionnaire, qui le décrit très bien, qui dit comment est-ce qu'on réduit la dépense hospitalière. On le fait de 3 versants. Le premier, c'est qu'on arrête d'investir pour l'hôpital, qui doivent du coup s'endetter. Le second, c'est qu'on augmente la productivité. Et le troisième, c'est qu'on réduit les salaires, on gèle l'indice. Donc, on a vraiment des gens qui travaillent plus pour gagner moins dans des locaux délabrés à l'heure actuelle.
Et ça, qu'est-ce que ça fait? En fait, les conséquences de ces décisions publiques, elles ont détruit les collectifs de travail. La notion d'équipe est complexe maintenant à l'heure actuelle. Ça majeure le turnover. Donc, si on majeure le turnover, on réduit la compétence globale des équipes. Ce qui veut dire que les gens sont de moins en moins bons dans leur capacité à prendre en charge les patients. On réduit la qualité des soins. Alors, le modèle libéral, on va dire qu'il a mis de côté un peu le care, le prendre soin, pour se concentrer sur le cure, qui est le fait de soigner. Mais à force de faire des économies qui aujourd'hui nous coûtent plus cher que si on avait investi dans la santé, même le cure est mis de côté. Et ce qu'on dénonce, nous, en position aux urgences, parce qu'on a une posture qui est peut-être intéressante dans le sens où on a un double niveau de lecture et sur la société et sur l'institution hospitalière. Donc, c'est sur l'aval et sur l'amont. Et on le voit bien, toutes les populations qui sont dites déjà fragilisées ou vulnérables, on prend beaucoup l'exemple des sans-logis, mais aussi des personnes atteintes de troubles psychiatriques, on le voit sur les violences intrafamiliales qui explosent à l'heure actuelle, on le voit sur les personnes âgées. Il y a de plus en plus de refus de soins, il y a de plus en plus de conditions de soins qui ne répondent pas à des principes de dignité. Et c'est complètement dramatique. Et comme ce sont des gens qui n'ont pas une capacité de voice, c'est-à-dire de porter plainte ou de faire entendre leur voix, plus simplement, bah, ça passe crème, ça passe tout seul. Donc face à ça, on est un collectif nous, qui depuis un an portons des revendications qui sont très simples. Hein. Il faut plus de lits. Pour avoir plus de lits, il faut plus d'effectifs. Et pour avoir plus d'effectifs, il faut pouvoir recruter. Donc il faut améliorer les salaires. Donc globalement, c'est une augmentation de la dépense hospitalière, avec un contexte hospitalier qui est quand même particulier, puisque c'est un milieu qui est très féminisé, qui a des syndicats qui ne sont pas les plus performants, mais dans le sens où ils ont perdu beaucoup avec toutes les lois qui sont passées les unes après les autres et qui ont rongé sur l'hôpital au fur et à mesure. Donc, il y a une espèce de méfiance de la population hospitalière. Il y a peu de capacité de mobilisation. Et donc, c'est un an de jusqu'à 300 services en grève, c'est des missions de chef de service. Ça a quelque chose d'extraordinaire dans un milieu où les gens ne bougent pas. Les gens sont résignés. Il y a une culture de la défiance. Face à ça, face à la création des collectifs et les revendications, il y a eu un déni du gouvernement. Il y a une dilution des responsabilités avec un ministère de la Santé qui nous dit d'aller voir plus haut, et quand on écrit au Premier ministre qui nous dit retournez voir la ministre de la Santé, le ministre à l'heure actuelle, bon, et clairement qui est piloté par Bercy. Et le point culminant de tout ça quand même qui, moi, m'exaspère au plus haut point, c'est dans la mythologie du héros qui est déjà complètement exaspérante, c'est la création des cagnottes en ligne. Enfin, quand je pense par exemple au directeur de Bordeaux qui est Yann Bubien, qui était l'ancien DIRCAP de Bachelot et aussi de Buzyn, avec qui on a non négocié pendant 4 mois, qui fait sa cagnotte pour acheter des respirateurs. Enfin, l'État s'est désengagé complètement de ces questions-là, et après ils font appel à la solidarité nationale pour financer les hôpitaux. Je trouve ça gonflé, mais d'une force. Enfin bon, bref, on en reviendra peut-être après. Mais en gros, c'est cette analyse-là, et vous en discuterez peut-être la semaine prochaine sur les questions d'histoire qui sont importantes parce qu'il va falloir, à l'issue de tout ça, trouver des responsables et qui est hyper intéressante. Je vous invite à lire des articles dessus. Et il y a une petite question pour toi dans le live sur et du coup, je pense que la réponse n'est pas de participer à des cagnottes en ligne vu ton propos, mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour soutenir notre système de santé à court, moyen et long terme? Est-ce que tu as une réponse à ça? Oui et non, c'est-à-dire que la réponse, elle n'est pas tellement citoyenne, elle est politique, et il faut faire attention aux discours politiques qui visent à mettre la responsabilité sur les citoyens. Enfin, c'est comme la gestion de cette crise sanitaire, c'est-à-dire qu'on dit oh là là, c'est pas bien, il fait beau, les gens sortent faire leur footing. Enfin, faut pas oublier que c'est quand même des décisions politiques qui font que les gens sont enfermés depuis le début. Donc, il faut mettre au premier plan les responsables. Et un des premiers points sur la presse, sur le mouvement social, c'est le point de la justice. Alors, il va falloir trouver des responsabilités, nommer et condamner des personnes qui ont été à la tête de tout ça. Il ne faut pas oublier que, par exemple, les directions hospitalières, mais les hauts fonctionnaires globalement, ont des hauts salaires, et ils les ont en partie parce qu'ils sont responsables moraux des décisions qu'ils prennent. Or, ils ne sont jamais inculpés pour les échecs et les erreurs qu'ils commettent. Il y a une espèce d'impunité des décisionnaires, et là où nous, on ne fabrique pas des hamburgers, c'est-à-dire qu'il y a des morts en bout de chaîne. Donc, il y a une espèce de devoir de mémoire qui va être important à la fin, et il faut faire comprendre aux gens qu'on ne peut pas décider en toute impunité de sacrifier des secteurs qui doivent être sanctuarisés à la base, et arrêter un peu de déconner comme ça. Et ce rôle de mémoire, dans le mouvement social, je sais pas, je pense il ne passera pas tellement par les réseaux ou par les tribunes, parce que j'ai l'impression que c'est sursaturé en ce moment d'écrits
de droite et de gauche. Et peut-être que justement les mobilisations vont retrouver un sens, parce que bon, les manifestations depuis la loi travail, je suis pas sûr qu'elles servent encore à grand chose, mais peut-être que pour l'après-crise ce sera le cas. Et puis après, nous on est déjà en train de réfléchir sur l'espèce de grande concertation qui est prévue sur le milieu de la santé. Quand on voit le discours d'Emmanuel Macron, mais qu'on tombe après sur des notes de la Caisse des dépôts ou des notes des grands cabinets de consulting, qui ferait mieux de s'abstenir d'écrire, puisqu'en fait on retrouve toujours les mêmes choses. On interroge des gens qui sont très technocrates, des gens qui ont des bénéfices secondaires, des gens qui ont été politisés, des chefs de service, des personnes comme ça, et assez peu finalement de personnes de terrain, assez peu de soignantes, assez peu de personnes qui galèrent pour les impliquer sur l'institution hospitalière. Il faut aussi mettre évidemment beaucoup de tiers là-dedans, avec plus de sociologues, des économistes, mais même des designers, enfin toutes ces personnes-là. Et ça, on y sera vigilant. Donc, peu d'espoir, mais il y a quand même une fenêtre de tir. On verra ce que ça donne. Bah, en tout cas, c'est effectivement un sujet qu'on abordera dans 2 jours sur dans une table ronde dédiée à ce sujet. Mais en tout cas, on voulait un peu conclure et ouvrir peut-être là-dessus. C'est-à-dire que, en plus de ce que tu dis, il y a aussi une appétence, et on le voit effectivement, il y a un nombre de tribunes énorme, il y a beaucoup d'articles de médias qui parlent, et même on l'a entendu dans la bouche d'Emmanuel Macron, hein, ce jour d'après, et la volonté de plein de mouvements, que ce soit des collectifs interprofessionnels ou de mouvements sociaux, le nôtre, hein, en tant que le mouvement climat plus globalement, mais est très vigilant, et déjà cet après, comment on s'assure que cet après ne soit pas le même qu'avant, puisque non, l'avant, cette normalité n'était pas une normalité, n'était pas la normalité qu'on souhaite. Et du coup, voilà, si peut-être vous pouvez aussi tous et toutes un peu répondre, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, et surtout au final, quel est notre rôle en tant que mouvement social dans tout ça? Est-ce que vous avez déjà des petites idées, des petites pistes qui nous permettront d'alimenter aussi la table ronde prévue jeudi? Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole? Est-ce qu'il y a Alors, Fatima, je crois qu'on ne t'entend pas. Vous m'entendez là? Oui. Bah, en tout cas, nous, comme le disait la personne avant moi, c'est vrai qu'on se demande à quoi servent encore les grandes marches, les manifestations. C'est vrai que celle de nous toutes, du mouvement féministe, était assez impressionnante, et pourtant, elle n'a pas donné grand-chose. Donc, nous, on demande toujours ce milliard d'euros contre les violences faites aux femmes. Le budget 2020 est quasi le même que celui de 2019 et 2018. Il a augmenté de 5%. Donc, on est la grande cause nationale avec le plus petit budget de l'État. On avait des revendications, hein, comme j'ai dit, l'éducation contre le sexisme à l'école, des campagnes de prévention continue. Celle sur la sécurité routière, c'est 12 millions par an. Nous, c'est beaucoup moins, c'est 2 millions. Nous. Et la formation de tous les professionnels, donc dans la santé, le travail social, la police, le milieu scolaire, etc. La protection, c'est-à-dire donner beaucoup plus d'ordonnances de protection, c'est-à-dire toutes les mesures qui sont faites pour éloigner les conjoints violents des femmes, et qu'elles soient directement proposées dès qu'une femme va porter plainte ou déposer une main courante. La question effectivement de la sanction, et notamment une autre gestion des hommes violents, qui est des centres spécialisés aussi, pour pouvoir se pencher un peu sur leur cas, comment s'est construit leur représentation misogyne et leur rapport à la violence. Il y a un magistrat, Luc Frémieux, qui avait fait ça dans son département et qui avait vraiment donné des résultats. Le constat, là, tout de suite, c'est qu'on a 78% des victimes de violences sexuelles, par exemple, qui ne se signalent pas aux autorités, et en fait, on les comprend, parce que dès qu'elles portent plainte, c'est des classements sans suite massifs. On estime à 1% le pourcentage de violeurs qui sont condamnés. Et une plainte, elle met 3 mois à attendre un procureur. Et une instruction pour violence conjugale, ça dure 17 mois en France. Donc, le conjoint violent, il a 10 fois l'occasion de passer à l'acte et carrément de commettre un féminicide. Il y a un énorme tabou. Pardon,
je te coupe pas, mais enfin, et en même temps, tu dis la marche du 23 novembre n'a pas abouti sur une décision politique. En même temps, le travail que font les collectifs féministes, et notamment nous toutes, a permis aussi de rendre beaucoup plus visible la question des violences faites aux femmes, qu'il y a aussi des solutions, de diffuser les numéros enfin, en tout cas, voilà, ça a aussi un impact qui est énorme. Et, et finalement, cette mobilisation, qu'elle soit citoyenne, qu'elle soit sur des actions plus ponctuelles, qu'elle passe aussi par des grandes campagnes de communication qui sont peut-être malheureusement pas financées par ce budget gouvernemental, mais par vous, mais par des collectifs, il a un impact qui est quand même énorme et qui permet d'atteindre quelque chose. Du coup, maintenant, qu'est-ce que, enfin, voilà, vous, en termes d'action, ou peut-être en termes de qu'est-ce que les gens peuvent faire, ça... Ben, c'est sûr qu'il y a un gap énorme entre la force du mouvement social, en tout cas féministe en ce moment, et comment ça se concrétise en fait dans les faits. C'est-à-dire que, à part grossir de plus en plus le rapport de force, je pense qu'on l'a un peu grossi parce que typiquement le mouvement féministe était l'un des rares mouvements qui n'était pas réprimé. On n'avait quasiment jamais vu des charges policières pendant les manifestations, notamment contre les violences faites aux femmes, jusqu'à cette année, ou peut-être que vous en avez entendu parler, où pendant la marche nocturne des féministes le 7 mars, on a vu ces femmes traîner de force dans le métro, matraquées, tirées par les cheveux, tout ça. Et finalement, parmi les 9 militantes interpellées, aucune n'a fait l'objet de poursuites, donc c'était complètement gratuit. Donc ça montre... tristement que peut-être que le mouvement féministe est en train de peser, qu'il provoque de la peur et que du coup, en retour, il se coltine à son tour à la répression. Donc, nous, nos revendications, elles sont assez claires et assez unitaires. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est de plus en plus grossir ce mouvement jusqu'à ce que ce milliard d'euros et ces mesures qui finalement ne coûtent pas grand-chose à ce gouvernement soient lâchées. Et aussi, est-ce qu'il y ait toujours cette vigilance, est-ce que ça concerne toutes les femmes et est-ce que le mouvement féministe soit en lien avec le mouvement antiraciste, soit en lien avec la question sociale. Aux États-Unis, où on peut faire on va dire, on peut faire des statistiques ethniques. On a vu que dans le Michigan, les Noirs représentent 14% de la population et 40% des morts du Covid. Il faut bien se rendre compte qu'on est dans une société où, même en France, la moitié des femmes sont cantonnées dans seulement 11 des 86 catégories socioprofessionnelles répertoriées par l'INSEE. Et donc, c'est les caissières, vendeuses, femmes de ménage, femmes de chambre, etc. Et ce sont les métiers qui sont les moins bien payés parce que, à cause des stéréotypes, c'est très difficile de revaloriser leur salaire parce que, en gros, on dit une femme nounou, une femme de ménage, elle fait ce qu'elle fait déjà gratuitement à la maison. Et deux, elle n'a pas vraiment de compétences. C'est la nature, s'occuper des gosses, des personnes âgées ou faire le ménage, c'est quelque chose qui est dans leur gène, quoi. Donc, il y a toute cette dynamique qui fait qu'elles sont vraiment dans l'exécution précaire et les métiers les plus dévalorisés et les plus exposés en ce moment. Donc, c'est... Désolée, Fatima, on va devoir conclure, malheureusement. C'est frustrant parce que tous les sujets que vous portez sont passionnants et on a envie d'aller beaucoup plus loin. Mais malheureusement, l'heure tourne. Hugo va devoir nous quitter aussi, donc il voulait conclure. Et même, je vous propose de vous passer peut-être une minute chacun, vraiment une minute pour conclure. Et ce sera Raquel qui fera le mot de la fin. Hugo, si tu veux apporter ta petite conclusion. Oui, désolé, je peux pas traîner, je vais aller bosser là juste après. Juste quand tu reparlais du directeur d'ARS là qui s'était exprimé sur Nancy, bon, des ordures, il y en a toujours eu et au-delà du fait que ce soit une ordure, je pense que c'est juste une personne qui a été formatée pour faire ce qu'il a toujours fait. Elles sont juste un peu plus exposées à l'heure actuelle. Un message d'espoir quand même, on le voit sur les pénuries de matériel. Finalement, les directions hospitalières se sont organisées en local pour avoir des contacts avec les imprimeurs 3D et se fournir autrement que par le gouvernement. Donc, on peut espérer que des gens qui étaient institués et qui sont institutionnels se rendent compte que l'État ne peut pas grand-chose pour eux et ne gère pas beaucoup plus que ce qu'ils font. Donc, deux choses pour la suite. Un, c'est le devoir de mémoire, parce que c'est beau d'en parler à l'heure actuelle, c'est beau d'applaudir
toutes ces personnes invisibles, mais il ne faudra pas, une fois que ça se termine, que ça s'arrête là. Et puis peut-être juste la politique partisane, le constat gauche-droite, j'ai toujours trouvé que ça desservait, mais en tout cas, on peut assumer, puisqu'il prend la rhétorique guerrière Emmanuel Macron, de dire à la sortie de cette crise, il faudra assumer une politique plus proche de celle d'après-guerre, au motif que l'échec de cette crise-là a montré que le modèle libéral avait ses limites, en particulier en santé, mais je pense dans tous les domaines. Donc, il ne faudra pas hésiter à mettre ça. Et ça, c'est pas de gauche ou de droite, c'est juste un fait. Merci de m'avoir invité pour cette émission-là et puis bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup, Hugo, et bon courage à toi. Nicolas, Lydie, vous voulez aussi rajouter un petit mot pour conclure? Une petite minute chacun, sinon on va finir vraiment très tard. Nicolas et puis Lydie. Ouais, juste rapidement, ouais, donc dire que dans ce contexte du jour d'après, très clairement, moi je suis assez d'accord, et il va falloir que ça aille plus loin que juste applaudir les invisibles aux fenêtres, et que des politiques se réjouissent que les gens applaudissent. Enfin, moi, ça me désespère, quoi, parce que pendant des années, ils ont tous eu à un moment donné les mains dedans pour arriver à faire évoluer tout ça, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau de l'alimentation. Et peut-être un espoir, j'allais dire, à la suite dans l'après-guerre, c'est là où on a réussi à arracher la sécurité sociale. Je veux dire, nous, au niveau de l'agriculture, est-ce que à la suite de ça, on peut pas arracher, il faudra un bras de fer avec nos politiques, mais est-ce qu'on peut pas arracher, par exemple, une sécurité sociale de l'alimentation? Nous, c'est un de nos projets pour arriver à ce que justement, il y ait un accès pour toutes et tous à une alimentation en qualité. C'est un enjeu vital. Lydie? Merci. Bon, de notre côté, nous, on a un peu une réflexion à deux niveaux. Il y a d'une part un peu l'anticipation de qu'est-ce qui va se passer pour toutes les personnes étrangères en situation précaire du point de vue de leur droit au séjour post-crise, puisque tous les délais sont suspendus, les demandes de séjour, les titres de séjour actuellement sont prolongés dans leur validité, mais post-crise, on s'attend à ce qu'il y ait énormément de personnes qui soient en attente de renouvellement de titre et qui vont se retrouver dans des situations très compliquées avec un embouteillage encore plus qu'actuellement, puisque les listes, les files d'attente sont déjà très longues. Donc ça, c'est vraiment plus de comment est-ce que nous, on s'outille pour pouvoir être en capacité d'accompagner les personnes et toutes les difficultés qui vont se poser à l'issue de la crise, au-delà de comment on s'organise là pendant ce contexte un peu particulier. Et après, effectivement, oui, il y a toute la réflexion sur la lutte politique à mener post-crise et comment est-ce qu'on se sert aussi de cette séquence-là et de tout ce qu'elle a révélé en termes de changement de cap urgent, que ce soit sur des politiques de rejet et d'indésirabilité des personnes étrangères, que ce soit sur les sujets portés par les co-intervenants. Je trouvais ça intéressant avant quand Fatima disait qu'il faudra vraiment faire l'autopsie de notre modèle capitaliste. Je pense qu'effectivement, il faudra vraiment faire l'autopsie des politiques et de ce que la crise a révélé pour porter ces luttes. Et je pense que c'est intéressant, en tout cas, de croiser ces expériences, ces analyses sur des sujets différents, mais qui sont très connectés sur les manquements aux responsabilités des États. Et voilà. Et on va aussi s'atteler à l'établissement des responsabilités, mais on sait que c'est un travail pas évident de porter les contentieux sur ces questions. Merci beaucoup. Avant de donner le mot de la fin à Raquel, je voulais vous remercier encore d'être venus tous les quatre. C'est toujours très frustrant, on a envie de rester beaucoup plus longtemps à creuser des sujets, mais c'était un peu l'objectif de cette soirée, de dresser un panorama très large avec des sujets qui, de prime abord, sont pas forcément les plus évidents à connecter et qui pourtant sont primordiaux dans la construction de cette société plus juste, mais aussi quelque chose qui nous est effectivement très importante à Alternativa Action Non-Violente COP21, qui est de relever le défi climatique et sanitaire, écologique, politique, économique et évidemment social qui pourraient et qui auront sûrement lieu plus tard. Juste, je voudrais rappeler le nom des intervenants et intervenantes qui étaient là ce soir. Donc, merci beaucoup à
Hugo Huon du collectif Interurgence, à Fatima et Zara Ben Omar des Effrontés, à Lydie Arbogast de la CIMAD et à Nicolas Giraud pour la Confédération paysanne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live. Je passe la parole à Raquel pour le mot de la fin. Ok, donc merci à tout le monde du coup pour ces échanges, du coup pour la conclusion de cette première table ronde. Du coup, là, ce qui en ressort de toutes vos interventions, c'est qu'en effet, cette crise, elle a soit médiatisé des problématiques existantes, soit aggravé des difficultés qui existaient déjà. Mais dans tous les cas, ce qui prouve, c'est que ces difficultés-là, elles ne sont pas apparues avec la crise. Elles sont bien un peu le fruit d'un système justement qui est complètement dysfonctionnel et qui du coup, comme disait Elodie, ça déborde un peu sur tous les sujets de la société. Donc Alternatiba et Action non violente COP21, bien entendu, on est très centré sur relever le défi climatique, mais du coup, ce qui en ressort, c'est que non seulement ce système, il est responsable de cette destruction de la planète et du coup du climat, mais en plus, il rend les sociétés sans défense face à des crises de toutes sortes qui en plus vont continuer à se multiplier dans les années à venir. Par contre, cette crise, elle nous a quand même forcé à ouvrir les yeux sur ce qui est à prioriser et ce qui est indispensable vraiment pour une société. Et là, ce qu'on peut conclure, c'est déjà le besoin de responsabilisation des États face à la gestion du coup de ces genres de crises en général et de nommer du coup les responsables, les vrais responsables, les gens qui prennent les décisions parce qu'ils en sont. Les besoins des systèmes de santé du coup publics solides avec des moyens, des conditions de travail dignes du coup qui ne soient pas du coup contraints par des questions budgétaires ou de rentabilité, à reconsidérer également les métiers en accord à leur utilité réelle pour la société et du coup de là en découle la question des femmes qui de par leur métier sont souvent en première ligne et qui portent vraiment sur les épaules un peu le poids de toute la société et également le besoin de plus de solidarité notamment au niveau international et d'améliorer du coup les capacités du coup d'accueil et des protections des personnes qui de par leur situation se retrouvent dans des situations de vulnérabilité face à des crises. Et bien entendu des modèles agricoles, de vrais modèles agricoles résilients du coup qui redonnent aux paysans leur place dans la société du coup et qui assurent une souveraineté alimentaire des territoires du coup sans recherche de la compétitivité par le prix ni l'industrialisation avec du coup qui puisse assurer une alimentation de qualité avec une relocalisation de la production et de la distribution. Voilà pour aujourd'hui. Donc, avant de conclure, je voulais encore remercier du coup à tous les intervenants de leur présence ce soir à cette table ronde. Merci du coup à Dilo d'avoir géré l'animation. Merci également à l'équipe qui a géré la technique, donc Thomas, Nina, aux personnes qui ont géré les réseaux sociaux, donc Clotilde, Fran, et à Anne-Sophie et Gwen, et bien entendu un grand merci à toute l'équipe qui est en train d'assurer toute la séquence de bouffée d'air. Juste pour rappel, du coup, on espère que cette conférence vous ait plu. Pour rappel, il y a du coup une deuxième table ronde qui sera centrée sur comment ne pas revenir aux erreurs du passé, qui aura lieu, pareil, jeudi à 19h en direct sur Instagram et Facebook. Et par contre, ce n'est pas la seule programmation du cadre de bouffée d'air. Donc, il y a par exemple demain une autre conférence organisée par les Amis de la Terre, donc une organisation partenaire, sur comment Amazon profite du coronavirus, pareil, à suivre en direct. Et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez consulter la programmation complète de toute la séquence de bouffée d'air sur notre site internet. Donc voilà, encore merci à tout le monde et on vous souhaite une très bonne soirée et on espère vous croiser bientôt.